Il y a déjà évidemment des éléments qui sont intéressants, des pistes de réflexion aussi, on va revenir là-dessus dans quelques instants. On va tout de suite demander à Colas justement de venir nous rejoindre. L'année dernière, il était encore étudiant. Il a fait son travail et son mémoire de fin d'études autour de ces questions de communication responsable. Et c'est vrai qu'il a travaillé aussi avec vous, avec les étudiants en tout cas de la IEX, autour de ces questions, vos questionnements aussi, vos besoins. Et on y reviendra dans quelques instants. Colas, c'est à toi. Merci beaucoup Cédric. Bonsoir à toutes et à tous. Écoutez, c'est un honneur pour moi d'être devant vous ce soir et je suis particulièrement content de pouvoir démarrer cette conférence avec une thématique qui me tient particulièrement à cœur, à savoir l'éducation. Peut-être avant de commencer, j'aimerais démarrer cette petite introduction par quelques remerciements. Parce que la raison pour laquelle je suis devant vous aujourd'hui, c'est peut-être dû à mon travail ou à ma détermination, mais c'est surtout dû à toute une série de personnes qui ont cru en moi. Du coup, j'aimerais commencer par remercier l'IEX, mes collègues qui se trouvent derrière moi, et toutes les personnes qui ont contribué à la création de cet événement. Car elles le savent bien, ça fait quelques années que j'attends ce moment. J'aimerais aussi évidemment remercier mes proches et toutes les personnes qui m'ont soutenu lors de ce long travail, et peut-être plus particulièrement Thomas Mansart, ça fait 2 fois qu'on le cite, car il était mon promoteur et mentor lors de ce travail. J'aimerais aussi remercier tous les intervenants et intervenantes qui sont peut-être ici dans la salle, qui ont participé à mon travail, qui ont accepté d'embarquer dans cette aventure et cette recherche. Et puis du coup, finalement, remercier aussi Alexandre Frédéric d'avoir été à l'écoute et avec qui nous avons eu l'idée d'échanger nos projets et de monter cet événement. Du coup, j'espère vraiment de tout cœur que vous allez repartir de cette conférence avec les compétences et les outils nécessaires pour passer de la compréhension à l'action. Alors sans plus attendre, voici la question à laquelle j'ai essayé de répondre pendant mon mémoire, qui est la suivante. Quelles sont les connaissances que devrait acquérir une ou un étudiant en communication au regard de l'urgence climatique? Avant de commencer, j'aimerais vous parler un petit peu de l'origine du sujet. En fait, ce sujet il est parti d'un constat et d'une situation qu'on connaît, je pense, toutes et tous aujourd'hui, le changement climatique et ses conséquences, qui est une situation grave, et sans vouloir mettre plein de graphiques ce soir dans ma présentation, chaque année on bat des records, je pense que vous le saviez toutes et tous. Donc on a une situation critique, première chose. La deuxième, c'est parti d'un engagement personnel depuis plus de 3 ans, au sein d'associations citoyennes, de partis politiques ou même d'entreprises, je pense, qui m'ont permis de comprendre la complexité et l'aspect systémique de cette problématique. Et puis, ça a été aussi la découverte de nombreux outils, mais ici, dans ce cas-ci, d'Education for Climate, qui est en fait une plateforme qui utilise un algorithme et qui vous montre l'offre des établissements d'enseignement supérieur des questions environnementales. Et ça a confirmé mon intuition qu'il y avait un petit truc qui clochait entre, d'une part, la situation gravissime et d'autre part, la manière dont on était formé dans nos études. Du coup, ça m'a donné envie d'aller voir, et c'était aussi ma consigne pour le mémoire, ce que la science de l'information et de la communication et la science au sens large nous disaient sur ces questions-là. Du coup, sans plus attendre, je vais vous montrer les résultats. Alors tout d'abord, je vous parlais d'Education for Climate. Je ne sais pas où est le capteur, je dois faire comme ça? Ah, oui. Je vous parlais d'Education for Climate. Donc cet algorithme a analysé en 2022 plus de 50 000 cours dans les universités et hautes écoles belges. Et ils sont arrivés à la conclusion que parmi tous ces cours, 95% ne traitent pas du tout... Oh là là, ça va pas. Bon, vous avez presque vu le graphique, on recommence. C'est où le capteur? Voilà. Maintenant, vous avez le graphique. 95% ne traitent pas du tout des enjeux environnementaux. Donc moi, quand j'ai vu ce graphique, j'avoue que j'ai été assez surpris et en même temps pas vraiment, vu que j'avais déjà une certaine compréhension de la problématique et que moi-même, j'étais étudiant en relations publiques et à part le cours de milieu communication en Master 1 que j'avais eu parce que j'avais choisi l'option néerlandais, à ce stade, je n'avais eu aucun cours qui me parlait ou qui était complètement dédié à ces enjeux. On voit ici que la partie jaune des 3,3% est écrite en partie, et puis on a 1,6% totalement. À savoir, ce qui est important quand même de noter aussi, c'est que ce petit 5% est fatalement attribué à toutes les compétences scientifiques, donc les bio-ingénieurs, les ingénieurs civils, etc. Donc dans les cours de communication, c'est encore moins. Pour avancer un petit peu dans les résultats, le deuxième résultat que j'ai eu, c'est que la demande des étudiants ou des étudiantes à être formés ne suffit pas à provoquer un changement structurel conséquent, alors que cette demande, elle est là. Ça, j'ai pu le voir dans des rapports, ça a été quantifié. On sait aujourd'hui que les jeunes, en tout cas une majorité des jeunes, ont envie et ont besoin d'être formés, mais ça ne suffit pas à provoquer ce changement.
Les hautes écoles et universités, si elles ont envie en fait, d'implémenter ces enjeux, en fait, elles ont besoin de deux choses. Soit d'un groupe d'individus définis, donc dans ce cas-ci, ça pourrait être un responsable RSE ou un Green Office comme à Liège par exemple, ou alors d'un groupe de personnes engagées, très motivées, au sein de l'institution, qui poussent en fait pour que ces choses soient implémentées. Et ça, j'ai pu voir énormément d'exemples dans ma vie, mais aussi dans ma recherche, qui démontraient que généralement, c'était plutôt la deuxième situation qui était d'application, et surtout qui permettait de pérenniser en fait l'implémentation de ces enjeux. C'est surtout quand on a un petit groupe en fait, de personnes motivées qui se battent en interne, et je pense qu'il y a sûrement des personnes dans cette salle qui doivent se reconnaître dans ce petit groupe. Alors, le troisième résultat que j'ai eu, c'est que si les établissements d'enseignement supérieur veulent transmettre ces connaissances, les enseignants et les enseignantes, le corps professoral doit être formé. Ou sinon, ça n'a pas de sens fatalement, vu que c'est des enjeux très complexes. Et là, il y a eu 3 problèmes qui sont apparus. Le premier, ils ne savent pas comment faire. Ça a été évoqué, je pense, déjà dans le nuage de mots juste avant. Le deuxième, c'est qu'ils n'ont pas d'outils. C'est un petit peu ce qui a été évoqué aussi. Et j'espère que vous ressortirez de cette conférence ce soir avec ces outils. Et le troisième, c'est le manque de temps. Et ça aussi, d'ailleurs, je l'ai vu qu'il est apparu dans le nuage de mots, qui est le plus gros frein. Et ça, j'ai pu l'observer chez énormément de professeurs. S'il y a des enseignants, des enseignantes dans la salle, je pense que vous comprenez ce dont je parle. Et le 4e résultat, c'est que tous les avis des intervenants et intervenantes que j'ai pu interroger semblent converger vers une nécessité d'implémenter ces enjeux de manière transversale dans les cours pour obtenir une forme de réussite, on va dire. Donc ça, c'est pour la première partie, qui en fait concerne finalement l'implémentation des connaissances. Donc en fait, on n'a pas encore vraiment parlé des connaissances ou des compétences. Et c'est important, cette disparité entre compétences et connaissances qui en fait ne peut pas être dissociée, et j'en parlerai juste après. Donc en fait, ce que je vais vous montrer ici, vu que j'ai que 15 minutes pour parler et qu'on va échanger après ensemble, l'idée c'est de vous montrer un espèce de nuage de mots, des mots qui sont revenus le plus souvent lors de toutes ces interviews, donc le qualitatif, mais aussi le quantitatif, c'est-à-dire tous les rapports que j'ai pu analyser pendant ma recherche. Et le premier mot qui est revenu énormément, c'est la vision globale, c'est l'ensemble. On entend souvent parler, vous m'avez entendu le dire peut-être en début de cette conférence, qu'il y a l'aspect systémique et l'aspect très complexe en fait, de ce problème qui concerne tous les domaines de notre économie, de notre société. Donc c'est la vision globale. On a aussi la transversalité, je viens d'en parler, c'est essentiel. C'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas se permettre, je pense, et je ne suis pas le seul, j'ai aussi pu observer ceci, qu'aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de juste aller mettre une option en durabilité dans l'option d'une option d'un master. C'est quelque chose qui doit devenir transversal dans les cours. Et s'il y a des personnes du Green Office dans cette salle ce soir, c'est des personnes qui ont travaillé, qui ont fait un travail de fou, notamment Sybille Mertens, que j'ai interviewé pour mon mémoire, à Liège, et qui ont réussi, pour la rentrée 2024, en septembre, à imposer un cours obligatoire transversal pour tous les étudiants en bac. Et ça, c'est une belle réussite et je pense que ça peut être des sources d'inspiration. Donc la transversalité, c'est essentiel. Ensuite, il y a la base du GIEC, donc ça, c'est la base des travaux scientifiques. C'est un petit peu plus complexe quand on parle en fait de communication parce que en com, fatalement, on n'a pas des cours scientifiques qui nous expliquent la chimie, la physique et ces choses-là. Pourtant, les problèmes climatiques, à la base, si on veut comprendre les 9 limites planétaires, etc., je l'ai abordé avec des étudiants encore récemment, c'est complexe et ça nécessite, je pense, une petite base scientifique au moins. Ensuite, il y a aussi le fait donc, que je disais que ces aptitudes sont associées. Les compétences et les connaissances ne peuvent pas être dissociées et je pense doivent être entre guillemets entremêlées. Ensuite, un marché en demande, ça a été pas mal observé aussi dans les rapports, c'est qu'aujourd'hui, que ce soit au sein de l'Union européenne, et des normes qui vont arriver, que ce soit par obligation ou par volonté, en fait, les entreprises sont en train de changer et ont besoin d'étudiants et de jeunes professionnels formés. L'avant-dernier, c'est l'évolution constante de ces connaissances et de ces compétences. On parle non seulement des connaissances et des compétences en communication, mais on parle évidemment des compétences dans le climat. Quand on me pose la question dans une conférence, je dis souvent que je m'attribue une note de 3 sur 100 en termes de compétences, tellement c'est complexe, et croyez-moi, c'est très très complexe à comprendre. Et le dernier, c'est les expériences. Alors ça, c'est extraordinaire. Ça m'a un peu déprimé quand je suis devenu enseignant, mais en même temps, je trouvais ça extraordinaire. C'est François Collard, donc un des pilotes du projet Education for Climate, qui m'a dit ça, qui me disait que là, ce qu'un élève retient d'un cours, c'est entre 5 et 10% de ton contenu.
Donc vous voyez ce que je voulais dire. Et il m'a dit par contre, ce qu'il va retenir, ça va être la personnalité d'un professeur, son implication, le fait qu'il va les faire des expériences réelles. Ça peut être, ils vont travailler sur un projet qui a du sens pour eux. Et donc cette notion d'expérience, pour moi, elle est essentielle si on parle de connaissances et de compétences, surtout avec des enjeux aussi complexes qui concernent tous les domaines de nos sociétés. Et donc pour finir, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'était que ça donnait une espèce de début de piste à explorer pour les connaissances et les compétences nécessaires. Alors, je suis déjà presque à ma conclusion, mais avant ceci, j'aimerais vous expliquer quelque chose, c'est que quand j'ai fait toute cette recherche, autant qualitative que quantitative, je suis vraiment arrivé à une conclusion où je me suis dit, mais en fait, soit les écoles ont déjà fait le travail, mais ont trop du mal à l'implémenter, que ce soit en termes de freins, en termes d'incitants, en termes que ça peut être des freins structurels, des freins personnels. Et je me suis dit, mais est-ce qu'au final, on arrêterait de couper les cheveux en 4 et on commencerait à faire les choses? Et donc j'avais envie d'arriver et de finir cette conférence avec cette phrase que j'adore qui dit, mais est-ce que finalement, il ne faudrait pas mieux fait que parfait? Et dans la catégorie des choses qui ont été faites et pas parfaites, il y a mon mémoire qui a été revu par un graphiste qui est très cher à moi et qui a pu revoir un petit peu, en fait, pour vous rendre la lecture plus facile. J'ai une vingtaine d'exemplaires ici que vous pouvez venir chercher gratuitement à la fin de la conférence et je me ferai un plaisir de vous l'expliquer. Et pour les personnes qui n'en auraient pas, si vous vous empressez de venir le lire, ce que j'espère que vous allez faire, je vous invite à scanner ce QR code parce qu'en fait, je l'ai mis en open source aussi, téléchargeable sur mon site, donc via le petit bouton « Télécharger mon mémoire » sur la page d'accueil et dans la page à propos. Ça vous permettra aussi de le lire en version numérique si vous ne voulez pas l'imprimer. Donc voilà, je vous laisse un petit instant scanner le QR code. Et puis, dans la catégorie des choses qui ont déjà été faites et qui ne sont pas parfaites, j'aimerais vous parler aussi de ceci. La charte pour un enseignement à la hauteur de l'urgence écologique. C'est une charte qui a été mise en place par une série d'enseignants motivés. Et dans la salle, on a ce soir Gaëtan, si tu peux lever ta main, Gaëtan, ici, une des personnes à l'initiative de cette charte. Si vous voulez, allez lui poser des questions. C'est assez incroyable le travail qu'ils ont fait et je pense que ça mérite un petit peu de notre attention. Neoenea, ça a déjà été mentionné, c'est donc la partie jaune de mon slide, qui est donc cette plateforme d'action citoyenne qui a recensé plus de 150 actions individuelles et collectives. Et je pense qu'au-delà d'être des bons citoyens et citoyennes, on peut aussi essayer d'être de meilleurs... non, je me suis trompé de phrase, je voulais dire, au-delà d'être des bons communicants et communicants, on peut être des bons citoyens et citoyennes. Voilà. Et puis, dans la gamme des outils faits mais pas parfaits, vous découvrirez l'outil Bicom ce soir, donc j'espère que ce sera une bonne source d'inspiration pour vous. Et puis, il y a notamment les travaux du Shift Project qui ont été d'une extrême aide pour moi lors de mon mémoire. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont déjà fait des rapports en France, ils sont beaucoup plus avancés que nous sur ces questions-là. Ils ont fait des rapports dans le domaine de la finance, des ingénieurs et du management, des rapports de 200 pages, des retours d'expérience des établissements d'enseignement supérieur. C'est absolument génial ce qu'ils ont fait. Donc, est-ce qu'au final, il ne faudrait pas mieux fait que parfait? J'aimerais grandement vous remercier et j'espère que je vous ai donné envie de lire mon mémoire et de passer à l'action. Je vous remercie pour votre attention. Nicolas, je vais te demander, Nicolas, de rester quelques instants parce que si tu devais donner un conseil maintenant aux directions d'école, il y en a plein évidemment à donner, pour que on réponde enfin, que ce soit ici ou dans d'autres écoles, aux attentes des jeunes, qu'on se dise maintenant on y va, ce serait quoi? C'est que eux, les étudiants, aillent voir en disant maintenant ça ne peut pas continuer comme ça? La première chose que moi j'ai faite ou qu'il faudrait faire, c'est commencer la discussion. En fait, on se met autour de la table et on regarde en fait. Dans chaque établissement, chaque organisation, chaque entreprise, le problème c'est qu'on ne se parle souvent pas, que chacun travaille dans son petit coin, on se met autour de la table, on discute. Première étape. Deuxième étape, on enclenche la discussion avec les autres départements. Donc ça rejoint un petit peu le premier point que j'ai abordé, c'est que vu qu'on travaille chacun dans son coin, en fait on ne discute pas ensemble d'une problématique qui est globale et qui concerne tout le monde. Ça c'est essentiel. La troisième étape, c'est de se nourrir des outils qui existent déjà. En fait, on a souvent une tendance à vouloir réinventer la roue et se dire comment nous, à l'IEX, en termes de com, on peut faire. Mais ces outils, ils sont applicables. Voilà, je n'avais pas le temps de tout aborder ce soir, mais ils sont probablement applicables à la com et ils existent déjà. Donc, voilà, favoriser ces outils. Et le dernier point, je pense, qui sera important, c'est la collaboration nationale et internationale. On aura la chance ce soir de découvrir des personnes qui sont venues d'autres pays que la Belgique. Et ça, c'est essentiel. Je vous disais que la France était déjà plus avancée sur certaines questions par rapport à nous. Et donc ça, je pense que c'est essentiel. Merci, Nicolas.
Merci à toi. On va lire le mémoire, tiens. Je te donne un exemplaire? Oui, allez. Mais après. On arrive tout doucement au terme de cette soirée. Il nous reste